Bonjour à tous, mon nom est Jean-Léonard, je suis field ingénieur pour Bruxelles et la Wallonie. Et aujourd'hui, nous allons parler de dilatation thermique. Tout d'abord, faites-moi signe si vous avez des problèmes de son ou d'image pour qu'on fasse les corrections tout de suite, dès maintenant. Alors, on va peut-être attendre 2-3 minutes, les derniers qui devraient arriver. Et puis, on commence. Hop. Donc du coup, tout d'abord, avant de commencer ce webinaire, quelques petites informations simples. Donc du coup, à la fin du webinaire, je répondrai à vos questions. Donc vous pouvez dès maintenant nous poser des questions sur le chat. On essaiera d'y répondre à la fin. Dans tous les cas, le webinaire sera enregistré et sera disponible sur notre site dans quelques jours, sur notre plateforme Engineering Center. Donc, n'hésitez pas à y retourner pour la revisiter. On aimerait aussi, au nom de Tilty, vous remercier pour votre fidélité parce que nous en sommes aujourd'hui à notre 40e webinaire et le dernier de l'année. Donc, merci à vous pour votre fidélité. Petit rappel, tous les webinaires qu'on a fait jusque maintenant sont disponibles sur notre plateforme et n'hésitez pas à nous envoyer des feedbacks sur notre adresse mail belux.engineering@tilty.com qui est notre adresse générale pour notre service engineering et c'est aussi l'adresse sur laquelle vous pouvez nous poser vos questions plus techniques. Voilà, voilà. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Tout d'abord, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que la dilatation thermique et nous, ILTI, en quoi nous intervenons sur ce domaine. Je vais vous expliquer aussi les quelques règles de base à respecter lorsqu'on doit faire un dimensionnement de dilatation, avec quelques petites applications typiques qu'on retrouve dans les projets, on va dire, les plus usuels. Quelles solutions nous, ILTI, on peut proposer, aussi bien en termes de produits que de services. Et ensuite, je ferai une petite démo sur notre logiciel web FixPoint Calculator. Voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce que la dilatation thermique ? Alors, vous le savez probablement, mais la dilatation est un phénomène observé sur la plupart des matériaux qui, en fait, vont se dilater suite à des variations de température, donc d'un état initial à un état final. Ça entraîne soit une expansion, soit une contraction du matériau en fonction de si la variation est positive ou négative. Donc, on la retrouve dans plusieurs domaines et plusieurs applications. Donc là, vous voyez quelques photos qui illustrent un peu le sujet. On la retrouve au niveau des ponts avec les joints de pont là que vous voyez en bas à gauche. On la retrouve au niveau des tuyauteries, donc dans les bâtiments. On la retrouve dans d'autres parties du bâtiment, sur les façades, au niveau des dalles, etc., etc. Donc, on la retrouve à plusieurs endroits. Et pour rien vous cacher, le webinaire d'aujourd'hui va se concentrer sur la dilatation des conduits. Voilà, donc pour le refroidissement et le chauffage des conduites. Donc, comment la dilatation thermique s'effectue dans un tuyau ? Si vous prenez maintenant un tuyau d'une certaine longueur L, la dilatation thermique, donc le delta L, va être proportionnel à la longueur de ce tuyau, à un coefficient d'expansion et à un delta T. Donc un delta T, je rappelle, ce n'est pas une température fixe, mais c'est un gradient, une différence de température entre un état final et un état initial. Donc on a la petite formule que vous voyez ici, assez simple. Delta L est égal à L fois alpha fois delta T. On voit que du coup, le coefficient d'expansion va dépendre du type de matériau dont est constitué le tuyau. Donc on voit ici à droite quelques exemples de coefficients de dilatation. On a l'acier, l'inox, on a du cuivre, on a du PE100. Et on voit qu'effectivement, le coefficient de dilatation d'un matériau à un autre peut changer fortement. Si on prend l'exemple
d'une tuyauterie de 10 mètres avec un delta T de 50, donc imagine on passe de 20 degrés à 70 degrés, on voit que pour l'acier, on a 5 mm d'expansion à peu près, alors que sur le PE, on est à 90, donc 9 cm. Donc vous voyez que la différence, elle est énorme et c'est évidemment une différence qu'il va falloir qu'on prenne en compte pendant notre design. Donc la plupart des matériaux de tuyauterie sont sujets à la variation de température. Donc les tuyauteries sont faites en général d'acier, d'inox, de cuivre, de plastique, donc ça peut être du PE, du PP, du PVC, de composite, donc un mélange des deux, ou des tuyaux de drainage. Et ces tuyaux-là, ils se retrouvent dans plusieurs endroits dans un bâtiment. On a les tuyaux qui se retrouvent dans les tunnels un peu de service, qui sont des gros tuyaux sur de grandes longueurs en général. On a les gros tuyaux aussi dans les salles des machines. On a les tuyaux qui viennent amener du coup l'eau ou le chauffage dans les étages. Et on a aussi les tuyaux qui sont directement emmenés dans les gaines techniques pour aller distribuer l'eau d'un étage à un autre. Et ensuite, on a aussi des tuyaux d'évacuation des eaux qu'on peut retrouver aussi à l'extérieur et qui subissent aussi, eux, une dilatation en fonction de l'été, de l'hiver, de la saison, etc. Donc, du coup, quelle est la première étape à considérer quand on veut calculer, quand on veut faire un design de dilatation sur une tuyauterie? Donc, on va partir sur un tronçon et ce tronçon va être délimité par 2 points fixes. D'accord? Alors, le point fixe, c'est l'élément que vous voyez ici à chaque extrémité de ce tronçon. Et ce point fixe, en fait, va reprendre des forces axiales de dilatation et de frottement. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au droit de ce tuyau? En fait, au droit de ce support va empêcher tout déplacement du tuyau. Donc, on peut le comparer, par exemple, à 2 appuis avec une poutre. Ben voilà, ces 2 points fixes-là sont nos appuis dans lesquels et au droit desquels il n'y a pas de déplacement possible. Le but de ces points fixes, justement, est de contrôler la dilatation là où on veut qu'elle apparaisse. Donc, on a divisé ce tronçon en plusieurs zones. On a la première zone qui se situe juste à côté des points fixes, qui s'appelle la quiet zone. La quiet zone, c'est un endroit où l'expansion est négligeable, parce que, comme je vous l'ai dit, elle se trouve juste à côté des points fixes. Donc, il n'y a presque pas de dilatation, ou en tout cas, elle est trop faible pour qu'on la prenne en compte. D'accord? Ensuite, on a la zone d'expansion. Donc, la zone d'expansion, c'est la zone qui se situe juste à côté, et c'est là où le tuyau va commencer à se dilater axialement. Voilà. Donc là, il va falloir mettre des supports un peu particuliers aussi, qu'on appelle des glissières. Et ces glissières ont pour but de permettre le déplacement ou en tout cas la dilatation du tuyau. En tout cas, le but, c'est qu'elle ne l'en empêche pas. Et ensuite, on a la dernière zone, qui on va dire la zone la plus importante, c'est la zone de compensation. Donc, comme le nom l'indique, c'est dans cette zone-là qu'on va retrouver le compensateur. Et là, vous pouvez voir que dans cette zone-là, il y a du mouvement dans les 2 directions qui peuvent apparaître, donc au niveau axial, mais au niveau radial aussi. Vous voyez ici, par exemple, au niveau du coude, que le tuyau se déplace d'un point de vue axial, mais radial. D'accord? Et du coup ça va être cette zone-là qui va être la plus critique pour le dimensionnement de notre tuyau face à la dilatation. Donc, le but de la compensation, c'est quoi? C'est en fait de permettre la libre dilatation, le libre mouvement d'une partie de la tuyauterie pour éviter que des contraintes se créent au niveau du tuyau. Voilà, donc ça, c'est le rôle de la compensation. Et il y a 2 méthodes pour créer une compensation dans des tuyauteries. Il y a la méthode naturelle et la méthode technique. La compensation naturelle, et c'est celle que je pense vous connaissez le plus, c'est celle qu'on va utiliser via une géométrie qui va pouvoir permettre au tuyau de se déplacer librement, en tout cas de se dilater. Donc on a 3 grandes sortes de compensation naturelle. On a la compensation en forme de U, de Z et de L. Celle en forme de U, c'est, on va dire, de loin la plus utilisée, et on l'appelle souvent la lyre. Voilà. L'avantage de la compensation naturelle, c'est que c'est un procédé de construction qui est plutôt simple, qui ne demande pas un design très, très approfondi, mais
on va dire que le gros inconvénient, c'est qu'elle prend plus de place. Plus de place sur le projet, sur le chantier, parce que du coup, on a créé une géométrie. Et donc, du coup, on va pas pouvoir l'utiliser dans des espaces plus restreints. Alors, le deuxième type de compensation, c'est la compensation technique. Alors là, on vient mettre ce qu'on appelle un compensateur au niveau du tuyau, et c'est ce compensateur-là qui va reprendre les forces de dilatation ou de compression au niveau axial du tuyau. Alors, l'avantage, c'est que du coup, ça prend très très peu de place. Voilà, comme vous le voyez, hein, les images illustrent bien la situation. Mais ça requiert un design plus approfondi parce que voilà, on doit vraiment savoir quel type de compensateur on doit installer. Et donc, du coup, ça requiert vraiment un design plus approfondi. Voilà. Voilà pour les deux techniques de compensation. Ensuite, il y a 3 grandes règles de base à garder en tête quand on veut dimensionner de la dilatation dans les tuyaux. Il y a la première règle, c'est qu'entre 2 points fixes, et je vous l'ai déjà dit dans les 2 slides précédents, entre 2 points fixes, il faut absolument mettre un compensateur. D'accord? Quel est l'objectif de ça? C'est que si on met 2 points fixes sans rien entre, le tuyau va subir des contraintes de dilatation et donc du coup va avoir tendance va s'abîmer, à plier, voire à se casser. La deuxième règle est que quand on est en face d'un compensateur, de part et d'autre du compensateur, il faut toujours mettre un point fixe. Parce que justement, la dilatation doit être concentrée sur ce compensateur et pour la concentrer, il faut la confiner et mettre du coup 2 barrières, on va dire, à gauche et à droite de ce compensateur. Et la troisième règle, c'est que quand on doit installer un point fixe entre 2 compensateurs, ce point fixe va devoir être dimensionné en fonction de la plus grande charge axiale de l'un des 2 compensateurs. Voilà, donc on fera un calcul des 2 charges, du premier et du deuxième compensateur, et c'est la charge la plus élevée qui va devoir être utilisée pour le dimensionnement du compensateur. Donc du coup, je l'ai un peu montré en chiffres quels étaient les différents matériaux qui sont utilisés et aussi en quoi cela change dans le dimensionnement. On voit qu'en fait, les matériaux réagissent différemment au chauffage ou au refroidissement. Sur l'image de gauche, par exemple, on voit des tuyaux de grand diamètre en plastique. Donc, le plastique, c'est une matière qui va avoir tendance à se dilater beaucoup plus, mais qui va générer une contrainte beaucoup plus faible. À l'inverse, les conduits métalliques, c'est un matériau qui va se dilater beaucoup moins, mais quand il va se dilater, les contraintes qu'il va engendrer seront bien plus importantes que celles du plastique. D'accord ? Donc maintenant, quelques petits exemples d'applications qu'on peut retrouver dans vos chantiers et sur vos projets où un calcul de dilatation peut s'avérer nécessaire. Donc là, par exemple, on a ce qu'on appelle les culvers ou les galeries techniques, qui sont en général le souterrain, où on retrouve principalement des tuyaux de grosse section qui vont acheminer l'eau d'un immeuble à un autre. Et donc là, c'est des grosses sections de tuyaux sur des grandes distances. Donc, qui dit grande distance dit plus de dilatation et de contraction. C'est des zones aussi plus confinées, où il y a moins d'espace, et donc là, une compensation naturelle sera plus compliquée à mettre en place. Alors là, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que vu que c'est des gros tuyaux qui transportent des fluides, donc c'est assez lourd, on va devoir bien vérifier les prérequis de la dalle, les murs et du plancher pour la stabilité et le calcul de l'ancrage. On va devoir aussi savoir, est-ce qu'on peut donc utiliser des systèmes en forme de coude en U, en L, ou sinon, on va devoir utiliser des compensateurs techniques. Il va falloir bien aussi calculer les forces qui vont être appliquées sur les points fixes parce que ce sont des diamètres qui sont assez grands et donc les forces seront d'autant plus élevées. On a ensuite les salles de machines qu'on retrouve aussi dans la plupart des bâtiments et qui recoupent toutes les machines qui
qui vont aller donc alimenter l'eau, le chauffage, etc. dans le bâtiment. C'est des endroits qui sont très, très congestionnés en termes de tuyauterie. C'est des endroits aussi où les tuyauteries sont de gros diamètres et l'espace est assez limité. Donc là, effectivement, le plus important dans ce cas-là, c'est que le calcul et le design doivent bien être anticipés en amont du projet, parce que si on ne l'anticipe pas, une fois que tout est installé, ça peut être assez compliqué, par manque de place, d'installer les points fixes et les glissières. Donc là, c'est vraiment important de réfléchir à cette application en amont. Et vu que c'est des grosses tuyauteries aussi, et qu'il y en a beaucoup, il faut bien vérifier la stabilité et les prérequis de la dalle et l'espace disponible. Et là, on va devoir utiliser soit des compensateurs techniques, soit naturels, en fonction de la place. La répartition du poids de l'eau et des tuyaux est aussi importante, et donc là, les points fixes et les supportages vont aussi nécessiter un design un peu plus approfondi. Et ensuite, la dernière application qu'on retrouve dans tous les bâtiments, on va dire, c'est les colonnes montantes qu'on appelle les shafts ou les risers. Donc là, pour des bâtiments qui seront par exemple très très hauts, c'est des longueurs de tuyaux qui vont être assez élevées, avec des charges verticales aussi très très élevées, parce qu'en plus de reprendre les forces de dilatation, eh ben, le point fixe va devoir reprendre des charges de poids de tuyaux et d'eau. Donc le design et le positionnement des points fixes là est très très important aussi. Et l'espace disponible est souvent très faible. Donc là, c'est à voir, est-ce qu'on peut effectivement utiliser des techniques de compensation naturelles ou techniques en fonction de la géométrie du projet. Alors nous, Ilti, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces applications-là? Donc on a deux parties, on a les produits qu'on peut vous proposer, mais aussi des services qui viennent vous aider et qui viennent en complémentarité des produits. Donc on peut vous aider depuis le début dans la conception de vos solutions adaptées donc à la dilatation. Le but, c'est que voilà, quand on arrive sur vos projets en amont, en regardant vos plans, toutes les données du projet, on peut vous prescrire du coup les bons points fixes, les bonnes glissières et les bons supportages qui vont avec. Et ça présente l'avantage de renforcer la sécurité de votre chantier, parce que du coup, on est sûr que ce qu'on vous propose va bien résister à la force qui sera appliquée. On peut vous proposer d'extraire les plans et les schémas de principe, des points fixes et des supportages. On a toute la documentation qu'il faut et que vous avez besoin, donc des manuels d'utilisation, des calculs, des notes de calcul, etc. Et le but, c'est de réduire les coûts, donc c'est de dimensionner de la bonne des façons et de ne pas surdimensionner. Le but est que vous partez, vous commencez votre chantier avec directement les bonnes solutions. Donc, je vais vous faire passer une petite vidéo qui va vous expliquer en quelques secondes notre gamme de points fixes. Alors, je vais commencer la vidéo à partir de 40 secondes à peu près, parce que c'est la partie qui commence à nous intéresser. Donc, voilà. Donc, on a trois gammes, universelle, compact et light, en fonction du poids de l'application et de la géométrie. Donc là, c'est nos profils universels qui peuvent reprendre jusqu'à 36 kN, donc c'est déjà des grosses charges, et qui peuvent être installés jusqu'à 2 mètres du support jusqu'au tuyau. Voilà, donc ça c'est le petit résumé de nos points fixes universels. Donc on peut donc ajuster les points d'ancrage pour éviter les barres d'armature. On peut aller installer ces points fixes-là pour des tuyaux qui sont à une hauteur de maximum 2 mètres par rapport au plafond. Et ça peut reprendre des charges jusqu'à 36 kN. Ensuite, on a les compacts qui sont utilisés du coup là où l'espace est limité. Ils sont aussi donc isolés acoustiquement. Voilà, on a plusieurs gammes, plusieurs reproduits, et ça peut reprendre jusqu'à 44 kN.
Et ensuite, là, on a les points fixes light, qui peuvent être aussi ajustés en fonction des barres d'armature qui se trouvent dans votre dalle. Donc ça, c'est vraiment optimisé pour les plus petites applications, en sachant que ces points fixes-là peuvent être installés pour des tuyaux qui se situent à maximum 50 cm du support, donc du plafond, du mur ou du sol. Voilà. Petit résumé de la gamme. Voilà, voilà. Hop. Donc, voici nos 3 gammes pour cette application de dilatation thermique. Donc, on a vu dans la vidéo les points fixes modulaires, le compact, le light et le universel, qui sont beaucoup utilisés pour les applications commerciales, principalement des charges axiales et pour des classes de corrosion de C1 à C3. Ensuite, on a les curseurs, donc on les appelle aussi les glissières, dont je vous ai expliqué il y a quelques slides, et qui vont permettre le libre mouvement des collets et des tuyaux dans la zone d'expansion. Voilà. Qui sont, donc c'est des éléments qui sont aussi utilisés pour des applications commerciales, qui servent à aussi reprendre des charges axiales et pour des classes de corrosion également de C1 à C3. Et ensuite, on a les sabots de tubage qui sont davantage orientés vers des applications industrielles et qui peuvent reprendre des charges tridimensionnelles et qui peuvent aller jusqu'à une classe de corrosion jusqu'à C4. Voilà. Donc, on a parlé des produits. Maintenant, je vais vous expliquer en quelques mots quels sont les services qu'on peut vous fournir. Donc, on a, comme je l'ai cité au tout début dans notre agenda, le logiciel web FixPoint Calculator, dont vous avez accès, qui est gratuit et qui va vous permettre de dimensionner les points fixes en fonction des données de votre projet. Donc, je vais faire une toute petite démo après dans quelques minutes. Mais ensuite, on a aussi un format logiciel en interne qu'on utilise pour dimensionner les supportages. Donc nous, dans notre équipe, on a les flux d'ingénieurs qui sont plutôt des ingénieurs qui vont sur le terrain et qui vous supportent sur vos chantiers. Et puis on a le back-office qui reste au bureau et qui se charge, on va dire, de la plupart des calculs. Donc, le but là, c'est de bien dimensionner tous vos supportages, donc votre application de A à Z. Et sur ce logiciel-là, on peut vous extraire les plans, les schémas de principe, etc. Voilà. En sachant que si c'est nous qui vous fournissons le service, c'est un service qui est payant, qui a un coût de 90 € par heure de calcul. Voilà. Et ensuite, si on veut aller encore un peu plus loin, donc on a fait le design, on a bien calculé et on a bien vérifié que tout tient. Maintenant, on peut vous proposer d'utiliser notre librairie BIM, et c'est en fait une base de données complète de nos produits que vous pouvez intégrer dans vos maquettes BIM. Voilà. Et pour les plus chevronnés, on a aussi un plugin qui est disponible sur Revit et AutoCAD et qui inclut toute la base de données et une logique de regroupement par bâtiment pour un travail, on va dire, plus productif de votre côté. Voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de notre logiciel web FixPoint Calculator en quelques minutes pour que vous puissiez vous faire une petite image. Alors, attends, je vais peut-être l'ouvrir comme ça. Voilà. Hop, je la mets au bon endroit. Elle est ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran. Du coup, c'est un logiciel web auquel vous avez accès. Vous devez juste vous inscrire. Donc, vous avez ici le site internet. Donc, c'est www.fixpointcalculator.it.com. Et vous allez tomber sur cette page une fois que vous êtes inscrit. Et du coup, plusieurs étapes. D'abord, on va définir l'application. Ensuite, on va définir toutes les données du projet. Nous, on va vous proposer une solution et ensuite, on va faire un petit résumé de cette application. Donc, comme je vous l'ai dit, ces images vous sont familières maintenant. On a plusieurs applications et plusieurs types de compensation possibles. Je vais prendre l'exemple de la lyre, qui est, on va dire, l'un des plus utilisés sur vos chantiers pour vous faire la démonstration. Donc imaginons qu'on veut faire
une compensation avec une NIR. On va tomber sur cette page-là. Et vous allez d'abord retomber sur ce petit schéma qui reprend en fait les dimensions les plus importantes à prendre en compte dans le calcul. Les petites croix là que vous voyez, c'est les points fixes. Voilà, donc on a le tronçon avec les 2 points fixes et le coude ici, la lire entre les 2 points fixes. Donc on a des premières dimensions à rentrer dans le système. Donc voilà, on va se dire que si maintenant on a un tronçon, on met 2 points fixes à 10 mètres de distance, et ben les 10 mètres vont devoir être donc introduits ici. Voilà, donc 10 mètres entre les 2 points fixes. Quelle est la distance du coup entre mon tuyau et le support? Donc on va dire que par exemple le tuyau il se situe à 50 cm par rapport au plafond. Et quelles sont les températures de fonctionnement? Donc, 3 températures. La température max, voilà, la température d'installation, ça c'est la température à partir du moment où vous allez installer en fait les tuyaux, donc pendant l'exécution en fait du chantier, donc 10, 15, 20 degrés, et puis la température minimum, d'accord? Donc avec ces dimensions-là, on a déjà une première vue, et ensuite on va devoir rentrer les paramètres du tuyau. Voilà. Donc, il y a plusieurs points d'entrée. Soit on va partir sur la base d'un fabricant de tuyaux. Donc là, j'ai pris l'exemple de Geberit, hein, qui est assez connu pour ses tuyaux en composite. Et là, j'ai pris du Mepla. Mais on aurait très bien pu dire, voilà, moi, je vais prendre du standard, un ACB électrozingué suivant cette norme-là. Ça fonctionne aussi. D'accord. Donc, si on prend le fabricant Geberit en composite et Mepla, on indique ensuite le diamètre du tuyau. Est-ce qu'il y a de l'isolation, oui ou non? Quelle est la portée réelle? Donc, la portée réelle, en fait, c'est simplement la distance entre 2 supports, qui est fonction, en fait, du matériau du tuyau et du diamètre du tuyau, comme vous le savez. Plus le tuyau a un diamètre important, plus l'entredistance entre 2 supports peut être important. D'accord? Et par exemple, pour l'acier, on peut avoir des entredistances qui sont bien plus importantes que pour le PVC, par exemple. Et ensuite, on va rentrer les informations de l'environnement. Donc ça, c'est tout ce qui se situe autour du tuyau. Donc, où est-ce qu'on va attacher au final les tuyaux? Est-ce qu'on l'attache au sol, au plafond ou au mur? Là, on voit que si on est au niveau du sol, on a le schéma du point fixe au niveau du sol qui est mis. Mais si on prend de la tuyauterie qui va être attachée au plafond, et ben là, vous voyez que l'image a changé et qu'on est sur du plafond. D'accord? Ensuite, une valeur très très importante, c'est qu'une fois que toutes ces données elles sont rentrées, on va vous donner un coude minimum à appliquer pour votre lire. Qu'est-ce que le coude? Le coude, c'est la valeur B que vous voyez ici. Donc, c'est en fait la largeur de votre lire que vous devez appliquer. Et là, en fonction des éléments que vous avez rentrés, ça vous dit, il vous faut au moins un B qui est égal à 1 mètre. Donc, on va dire, on va prendre 1 mètre 0,1 ou 0,2, là, par exemple. D'accord? Mais imaginons qu'on a une distance qui est plus grande entre 2 points fixes. Et bien, vous voyez, le coude, là, il va augmenter. Parce qu'en fait, le coude minimum qu'il faut appliquer est fonction de la longueur du tuyau, hein, parce que la dilatation est fonction de la longueur, et aussi de la température. Là, si maintenant on baisse à 0, vous voyez qu'aussi le coude, il augmente. Voilà, voilà. Donc, on va rester sur nos données de base, hein, qui étaient préenregistrées, et on va se dire qu'on veut un coude de 1,2 m. Voilà. Le coude, pour information, il est aussi fonction du matériau. Là, vous voyez que le coude, il est assez important quand même, hein. C'est un coude de 1 mètre, mais parce que je suis en présence de mes plats. Mais là, par exemple, si j'ai de l'acier, vous voyez que le coude, il va être bien plus faible, parce que l'acier se dilate beaucoup moins, comme je l'ai expliqué. Et donc, du coup, le coude est beaucoup moins important à réaliser. Voilà. Alors, on va revenir sur notre exemple de mes plats. Et voilà. Vous voyez qu'en fait, maintenant qu'on a répondu, on va dire, à la plupart des questions, on a les résultats en fait de calcul qui sont ici affichés en haut à droite.
et on a les différentes données de calcul. On a la force de dilatation qui est appliquée, la force de friction et la force du point fixe axial qui est en fait la somme avec des coefficients de ces deux forces. Okay. Ensuite, on a le poids du tube et la différence de température. Vous voyez qu'on est entre 60 et 20, donc on est à 40. Voilà. Et c'est ces données-là qui vont être utilisées pour vous dimensionner et vous dire quel point fixe utiliser. Vous pouvez aussi renseigner toutes les informations nécessaires du projet. Voilà, le nom du projet, l'entreprise, le contact, le mail, etc. Ça, c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire, c'est pour qu'il soit mentionné du coup dans le rapport et dans la note de calcul que vous allez pouvoir extraire. Dans l'environnement, vous pouvez aussi mettre est-ce que le point fixe va être attaché directement sur du béton ou est-ce qu'il va falloir l'attacher par exemple sur un système MT, sur le système MT, enfin MI, MIQ. Est-ce qu'on est à l'intérieur, à l'extérieur et est-ce qu'on est en présence du tuyau standard ou des tuyaux de refroidissement. Ensuite, on va devoir choisir un curseur. Donc, le curseur, c'est ce que je vous expliquais, hein, c'est l'espèce de petit élément qui va permettre au collier, du coup, le libre mouvement sur une certaine longueur. Donc, on va avoir le choix entre plusieurs glissières. Et une fois qu'on a choisi la glissière, on a le petit schéma ici que vous voyez. Et on a 3 petits ronds que vous voyez, un rond noir, un rond bleu et un rond rouge. Le rond noir, qu'est-ce que c'est? C'est la position à laquelle vous allez installer du coup le collier et c'est la position qui correspond en fait à la température de départ. Mais ensuite, si on passe de 20 degrés à 0 degré, qui est le minimum, eh ben, le tuyau va se contracter et donc du coup, il va aller un peu vers la droite. Tandis que si on a une augmentation de la température par rapport à la température d'installation, donc on passe de 20 degrés à 60 degrés, eh ben, vous voyez que le tuyau, du coup, et le collier va se déplacer de 11 mm vers la gauche. Voilà. Donc, ensuite, une fois que tout est rentré, que les valeurs sont bien nommées là, on peut passer à la suite. Voilà. Et là, maintenant, avec toutes les valeurs que vous avez rentrées, voici les choix qui s'offrent à vous. Donc, on a plusieurs choix. On a la gamme des points fixes légères et la gamme des points fixes universels. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. On a les points fixes qui sont isolés ici acoustiquement, donc c'est le petit i, et ceux où il n'y a pas besoin d'isolation. Et vous voyez qu'en termes de fixation, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit les fixer via des HUS, donc c'est les vis à béton, que vous connaissez en général, ou alors des HST qui sont des vis à expansion. On voit aussi que là, du coup, je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais dans les données de base, moi j'avais rentré que les tuyaux se situent à 50 cm par rapport au plafond. Voilà. Mais si maintenant on change et on dit que les tuyaux sont à 1 mètre du plafond, eh ben, vous voyez là, les produits proposés ne sont plus les mêmes. Il y a moins de produits. Parce qu'effectivement, si maintenant on est sur des distances de 1 mètre, vous allez devoir utiliser des points fixes universels, parce que c'est les seuls à pouvoir aller jusque 2 mètres. Alors que les points fixes light sont jusque 50 cm. Voilà. Un petit résumé des calculs. Voilà, du curseur, etc. La géométrie que vous retrouvez ici. Et là, le but, c'est de choisir le point fixe que vous voulez. Donc, on va prendre le premier, par exemple. Et là, du coup, ça va vous dire quels sont les produits dont vous avez besoin. Vous pouvez appuyer sur « Ajouter au panier », ça va vous rediriger vers votre page ilti.be et ça va directement les rajouter dans le panier. Donc ça, c'est toutes les quantités pour un point fixe. Vous pouvez aussi extraire la note de calcul ici à droite, en haut à droite, si je clique dessus. Voilà. Je peux l'ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez encore bien mon écran. Alors, on a extrait la note de calcul. Je vais passer en revue très, très rapidement avec vous. On ne va pas la refaire entièrement, mais on a les données de calcul avec le schéma, toutes les valeurs qu'on a rentrées, les données au niveau du tube, voilà, le matériau, etc., quelques éléments, les températures, le schéma de la glissière, les résultats de calcul, voilà, ils ont été faits selon tel ou tel eurocode.
Ensuite, les dilatations qu'on retrouve avec les forces et les formules qu'on a utilisées pour arriver du coup à ces forces-là. Voilà, le point fixe avec les charges qui sont appliquées sur le point fixe. Voilà. Et la liste de pièces. Voilà. Vous pouvez aussi extraire l'information for use. Donc ça, c'est le manuel. Voilà, qu'on peut aussi revoir très très rapidement. Ça va vous indiquer en fait comment installer le point fixe. Voilà, donc là, rien de compliqué, vous suivez les différentes étapes, vous avez les différents produits que vous pouvez utiliser. Voilà, voilà. Ok. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vous pouvez enregistrer aussi votre projet. Voilà, ça va vous le mettre, ça va le télécharger sur votre ordinateur. Et comme ça, si vous voulez vous l'ouvrir à un autre moment, vous pourrez revenir dessus sans trop de problèmes. Vous pouvez aussi extraire un fichier Excel avec la liste. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la démo. Hop. Voilà. Donc, du coup, le webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Vous pouvez les poser directement sur le chat ou aussi via l'Engineering Center qui se situe sur notre site ou alors via notre adresse mail, comme je vous l'ai indiqué en début de webinaire. Je vous remercie pour votre temps et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Place aux questions s'il y en a. Du coup. Non, ok. Bon, ben, du coup, il n'y a pas de questions, c'est que j'ai bien fait mon boulot, j'ai été assez clair. En tout cas, je l'espère. Je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver sur vos chantiers. Au revoir.